Bon, bienvenue au Forum 104. Donc, nous vous remercions effectivement, comme disait Christophe, d'avoir bravé toutes les difficultés pour venir ce soir. Donc, moi, je suis Marie-Josée Arqueri, je suis la pilote de cette soirée et je vous accueille au nom du Forum 104. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le Forum 104, en quelques mots, le Forum 104, en fait, c'est un espace culturel et spirituel qui a été créé il y a plus de 40 ans. L'année dernière, nous avons fêté nos 40 ans et qui a été créé par les pères maristes, en fait, pour aller à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, et se laisser bousculer par l'autre. Donc, c'était le dialogue. Alors, bien sûr, au cours de ces 40 dernières années, le Forum 104, la mission du Forum 104 a un petit peu évolué pour toujours être en phase avec les quêtes de sens de nos différents publics. Et donc, aujourd'hui, ce qui caractérise les missions du Forum 104, c'est l'accueil de l'autre, l'altérité, l'hospitalité, la fraternité. Et dans ce lieu, on aime en fait créer des liens, créer en fait la possibilité de se relier. Et la soirée de ce soir, la soirée oui, de ce soir, excusez-moi, cette soirée en fait répond à ces grands thèmes du Forum 104 parce que en fait la soirée a été organisée par deux des associations que nous accueillons, Conte et Intériorité et Écriture et Spiritualité, en partenariat avec le Forum 104. Donc déjà un lien avec des associations. Et le thème qui vous est proposé par Christophe va aussi nous permettre de nous relier, alors de se relier peut-être à quelque chose d'inconnu à nous, découvrir une partie de notre inconnu, et puis aussi peut-être se relier entre nous et à plus grand que soi. Alors, je me permets une petite présentation rapide, Christophe, parce qu'on ne se connaît pas vraiment. Alors, moi, voilà, vous êtes artiste, art thérapeute, vous m'interrompez hein, si j'ai des bêtises, formateur, et vous avez été cofondateur d'un master d'art-thérapie dans une université de Valence en Espagne. Vous avez pratiqué l'art-thérapie essentiellement à l'hôpital, en institution, et essentiellement auprès de personnes qui vivent en fait des formes de fragilisation, de marginalisation sociale. Et vous avez fondé en 2018 Conte et Intériorité, en fait pour nous permettre d'ouvrir en fait, de nous ouvrir aux contes et d'ouvrir l'intelligence des contes aux adultes du 21e siècle. Alors, parce que, bon, alors j'ai lu, hein, excusez-moi, moi c'est une première expérience aussi que je fais ce soir avec vous, parce qu'en fait, le conte dit quelque chose de nous, et en fait, les contes peuvent être des espaces, des moments de transformation intérieure. Donc, c'est ce que vous allez nous proposer ce soir à travers une ou des présentations et aussi à travers des petits temps de peut-être de réflexion personnelle, voir en fait nous initier, nous donner le goût du conte et des transformations possibles. Et j'ai lu aussi que vous intervenez en entreprise à travers le conte pour favoriser le lien des équipes en entreprise. Alors, cette soirée, alors vous avez peut-être pu lire sur des affiches, sur des communications, que nous avions prévu une collation, un moment de partage à la suite de l'intervention de Christophe, mais malheureusement, pour des problèmes d'organisation et d'imprévus de dernière minute, on a été dans l'obligation d'annuler ce temps de collation. Ben voilà, je vous laisse la parole. Merci. Ah, pardon. Oui. Est-ce que Monsieur Christophe a un nom de famille? Ah, excusez-moi, Christophe de Barrel, voilà. Alors, avant de passer la parole, je fais une petite pub pour le Forum 104. Je me suis permise de mettre sur la table, à l'accueil, en fait, la présentation de deux événements qui vont venir, qui aussi sont en lien, en fait, avec notre intériorité, à savoir une soirée lundi prochain sur le peintre Rothko, avec un historien de l'art, théologien, qui va nous aider à essayer de toucher l'invisible à travers l'œuvre de Rothko. Donc ça, c'est lundi soir, vous avez des petits flyers. Et nous organisons à la fin du mois de janvier, donc le dernier week-end de janvier, il doit être le 27-28, un atelier
autour des Tielissoum, comment le cheminement des Tielissoum peut nous aider à nous libérer, à vivre libre. Et cet atelier sera animé par quelqu'un que vous connaissez bien à Écriture et Spiritualité, c'est-à-dire Cécilia Duterre. Donc voilà, donc une autre occasion aussi de faire des liens. Voilà, merci. Cette fois-ci, c'est bon. Merci. Alors, ce matin, je me suis réveillé avec une petite phrase de Henri Michaud qui me touche beaucoup. Celui qui a une épingle dans l'œil, l'avenir de la marine à vapeur anglaise ne l'intéresse plus. Et voilà, je trouve cette phrase absolument effroyable et en même temps extraordinaire. L'avenir de la marine à vapeur anglaise n'intéresse personne. Il n'y a pas besoin d'avoir une épingle dans l'œil, c'est clair. Mais d'autres questions viennent derrière, qui me sont venues comme ça, qui étaient en fait, à quoi je me rends disponible, à quoi je suis disponible, et à quoi je ne suis pas disponible. Hein. Il y a des sujets. Il y a des sujets qui sont certainement très intéressants pour des gens et auxquels moi, voilà, je suis absent, je suis loin. Voilà. Donc ce soir, on n'a pas une conférence sur l'avenir de la marine à vapeur anglaise, mais pareil, hein, qui peut s'intéresser à l'alphabétisation de l'intériorité? Peut-être que voilà, on a beaucoup de gens qui ne sont pas venus à cause de leur épingle dans l'œil. Je me pose la question aussi, est-ce que j'ai une épingle dans l'œil? J'ai pas l'impression, hein, mais peut-être c'est pas conscient, peut-être c'est pas une épingle, peut-être c'est une paille ou une poutre. Hein. Qu'est-ce que j'ai dans l'œil qui fait que je suis pas disponible pour des choses qui peuvent être essentielles, mais que je ne suis pas capable d'entendre? Voilà. Et donc, je crois que c'est un peu le défi des contes, d'arriver à rejoindre des gens qui ont une épingle dans l'œil et qui, du coup, ne sont pas du tout disponibles pour écouter ce que les contes ont à dire d'essentiel. Je pense que c'est aussi le sujet de écriture et spiritualité. Hein, c'est comment arriver à rendre visible et à rendre audible des choses qui sont extrêmement importantes, mais que le monde n'a pas envie d'entendre, hein, pas prêt à entendre. Est-ce que c'est par une épingle dans l'œil ou des choses dans l'oreille? Voilà, et la question, et c'est aussi la question du Forum 104, hein, c'est comment arriver à voilà, rendre visible et rendre audible des choses qui sont de l'ordre de l'essentiel à des gens qui sont accaparés par des soucis qui sont beaucoup plus captivants pour eux. Voilà. Et la question des contes, pour moi, elle est que ils veulent pas chercher à capter l'attention. Hein. On n'est pas sur ce marché de l'attention avec le temps de cerveau disponible pour essayer de vendre du Coca-Cola, selon la formule connue. Les contes, ils vont prendre acte que la porte est fermée, que le propriétaire est pas là, ou bien qu'il est sourd, et ils vont faire avec. Hein. Et ils vont se dire puisque ça ne répond pas, on va glisser les images sous la porte. Voilà, cette idée-là que les contes vont tenir compte de notre incapacité d'entendre de ce qu'ils ont à dire, hein, pour nous rejoindre avec une stratégie qui est différente et nous rejoindre malgré tout pour nous aider à nous recentrer sur quelque chose d'essentiel. Nos intériorités ne nous sont pas très accessibles à nous-mêmes.
Hein, c'est-à-dire que je m'aperçois que quelquefois j'ai une épingle dans l'œil pour me rendre disponible à ce que je vis, ce qui se bouge, ce qui s'anime, ce qui me parle de l'intérieur. Et donc on va essayer de regarder ça, comment les images des contes sont une sorte d'alphabet, hein, qui va pouvoir parler à nos intériorités sous la conscience. Je vais pas faire une présentation très théorique. Je vais plutôt ce soir vous partager ma réalité, vous partager comment les contes m'ont rejoint, comment les images des contes sont venues me toucher, ce qu'ils m'ont aidé à comprendre, mais pas seulement comprendre, ce qu'ils m'ont aussi aidé à remettre en route et à remettre en vie. Voilà, avec du temps. En fait, le temps des contes est un temps très lent, le temps des images est un temps souvent très lent. Voilà, c'est tellement difficile d'y voir clair dans nos mondes intérieurs. Hein. On se voit tellement mal soi-même. Et c'est incroyable comment on peut avoir toute sa vie des illusions sur soi. Parmi les illusions qu'on a sur soi, il y en a deux qui me paraissent importantes à noter en particulier, celle de se sous-valoriser et celle de se survaloriser. Alors, un petit conte pour introduire cette idée-là de risquer de se sous-valoriser, un conte de Rabbi Bounam, qui est un maître hassidique de l'Europe de l'Est, à cheval sur la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Il raconte que un roi, pour punir son fils, l'exila au loin. Souffrant de faim et de froid, le prince perdit jusqu'à sa force d'attendre le pardon royal. Des années passèrent, puis un jour le roi lui envoya un émissaire avec instruction d'exaucer tous ses désirs et tous ses vœux. L'émissaire le dit au prince. Le prince lui répondit, « Donnez-moi un bout de pain et un pardessus chaud. » Il avait oublié qu'il était prince et qu'il pouvait retourner au palais de son père. Voilà, nous sommes les deux, à la fois des êtres déchus, vivant dans la misère, loin d'eux-mêmes, et en même temps des fils d'un roi ou des filles d'un roi dont nous sommes souvent éloignés sans vraiment nous en rendre compte et sans comprendre pourquoi ni comment et sans savoir comment revenir. Voilà, c'est toujours un risque aujourd'hui, dans notre société particulièrement, de perdre notre origine royale et de nous identifier avec notre matérialité, notre actualité, notre factualité, et de nous y enfermer. Hein. Nous ne sommes pas seulement ce que nous donnons à voir ou ce que nous croyons de nous-mêmes. Alors il y a l'autre risque qui serait de se survaloriser, qui est aussi nommé souvent dans de nombreux contes. Voilà, un petit conte africain en fait qui l'illustre bien, qui nous vient du Mali, la princesse orgueilleuse. Un roi voulait marier sa fille, celle-ci ne trouvait aucun prétendant à son goût, les hommes les plus beaux, les plus riches, les plus nobles, les plus valeureux faisaient en vain leur cour. En vain, ils déposaient fleurs et cadeaux à ses pieds, mais c'était pour elle comme si le reste du monde n'était peuplé que de palmipèdes. Elle contemplait dans les yeux des hommes sa beauté hautaine et implacable. Une telle perfection n'est pas de ce monde, pensait-elle. Qui sont-ils tous pour se prétendre dignes de moi? Et par orgueil, elle se mura dans le silence et ne prononça bientôt plus un mot. Est-ce qu'elle était devenue muette? Le roi, au désespoir, promit d'accorder sa main à celui qui saurait briser ce terrible sortilège et lui rendre la parole. Mais les multiples tentatives des courtisans échouèrent les unes après les autres. Ni les sacrifices, ni les prières ne lui firent desserrer les dents. Et un jour, un lépreux se présenta devant la princesse. Il était vêtu de haillons, comme si son habit aussi avait contracté le mal hideux qui le dépouillait. Tout le monde alentour se mit à rire et à se moquer. Mais comment les hommes les plus beaux du pays, les plus riches, les plus nobles, les plus valeureux n'ont pu réjouir son cœur et lui rendre la parole? Et toi, chien galeux, lépreux immonde, guenillard, tu prétends y parvenir? La fille du roi elle-même se rembrunit davantage. Mais le lépreux ne dit rien. Il accorda à peine un regard à la princesse. Il s'assit sur ses talons. Il commença à dresser un petit feu pour faire bouillir l'eau de son thé. Mais il ne mit que 2 pierres dans le foyer, si bien que la théière, mal assurée, se renversa sur le sable.
il remplit d'eau à nouveau, et à nouveau il posa sur les 2 pierres, et à nouveau elle se renversa. Patiemment il recommença 2 fois, 3 fois, et 2 fois, 3 fois encore, la théière se renversa, et à la 5e tentative, la princesse excédée s'écria « Mais mets donc une 3e pierre dans ton feu pour assurer l'équilibre de la théière !» Et c'est ainsi qu'une très orgueilleuse princesse épousa un lépreux. Voilà. Nous ne savons pas qui nous sommes. Et ce que nous croyons être n'est pas nous. Et nous sommes à la fois les êtres de boue et les fils de roi et les filles de roi. Nous sommes à la fois la princesse et le guenillard. Mais il faut tenir les deux. Voilà. Si nous avons tant de princes et de princesses dans les contes, ce n'est pas parce que c'est un modèle social meilleur que les autres, c'est simplement parce que nous avons reçu le cadeau d'une royauté essentielle, que nous avons souvent perdu, voilà, et que nous avons l'existence pour reconquérir. Mais pour reconquérir ça, il faut pouvoir le choisir. Et pour pouvoir le choisir, il faut le savoir. Et je crois que les contes veulent tenter de nous le faire savoir, et après, c'est à nous de choisir. C'est la différence entre Cendrillon et Superman. Voilà, Cendrillon se transforme de façon continue, en gardant le lien avec son origine. Ça s'appelle l'humilité, le lien avec son humus, sa terre d'origine. Et Superman, lui, se coupe de son identité terrestre. C'est un peu on-off. C'est soit je suis Superman, soit je suis Clark Kent. Et Clark Kent est un monsieur assez banal, assez fade, binoclard, pas de signe distinctif, sans aspérité. Voilà. Et Superman est coupé de Clark Kent. Et c'est l'image de notre réalité incarnée, l'image de notre réalité lente, de notre humanité qui chemine, et qui est limitée. Et donc Superman se raconte une histoire qui est coupée de sa terre, alors que Cendrillon, elle germe. Elle est reliée à ses racines, elle s'accomplit. Voilà, on va trouver ce chemin de croissance et de transformation dans beaucoup de contes, avec cette grande question: comment sortir d'une identité qui nous enferme et qui n'est pas la nôtre? Alors, je crois que c'est le fond de ce que raconte le petit chaperon rouge, dans les versions antérieures à celle de Perrault, mais qui demeure présente aussi dans la version de Perrault. C'est une petite fille qui n'a pas d'autre nom que celui du vêtement que lui a confectionné sa grand-mère. Ça doit nous alerter. On l'appelle toujours petit chaperon rouge, qui est le vêtement que lui a donné sa grand-mère. Elle n'a pas d'autre nom. Le chaperon rouge, c'est l'identité que sa grand-mère, sa mère lui ont collé dessus et qui vient recouvrir qui elle est réellement. Voilà, nos familles nous donnent des identités dont elles nous chargent et dont nous devons nous apprendre à nous défaire. C'est un conte, d'une certaine façon, qui nous exhorte à l'ingratitude, qui nous invite à nous déprendre des héritages socio-culturels qui sont devenus pour nous comme une seconde peau, voilà, mais qui nous rendent très fragiles et très vulnérables. Au fond, le loup qui la mange peut être vu de 2 façons. Voilà, d'une part, c'est celui qui tire son profit de tout ce qu'elle a désappris de son humanité réelle en devenant cette identité superficielle, ce vernis de choses qu'il faut pas faire, qu'il faut faire, c'est dit bonjour à la dame, alors elle dit bonjour à la dame, voilà. Mais elle n'a pas appris à affronter un prédateur et donc elle se laisse prendre parce qu'elle ne sait pas faire face. Et donc si vous êtes dans l'illusion d'être une bonne fille ou un bon fils, vous êtes des proies faciles pour des gens sans scrupules. Vous ne savez plus dire non, vous ne savez plus désobéir, vous ne savez plus protéger votre intérêt, le trésor que vous êtes. Et dans ce cas, le loup est une crapule qui abuse de vous. Voilà. Mais il y a une autre façon de regarder le loup, c'est de le voir comme un libérateur. Il la libère de cette identité factice, ce chaperon rouge qui n'est pas elle, et ce vêtement qui la piège. Voilà. Et elle meurt. Et donc la mort du petit chaperon rouge est une bonne nouvelle, dans ce regard-là.
une bonne nouvelle parce que ça rend possible la naissance de la personne inconnue qui s'impatiente de pouvoir exister à l'intérieur de nous et de commencer à vivre pour de bon. Voilà, on est ici dans une symbolique, alors pour faire des liens avec la dimension spirituelle, symbolique du baptême, avec mourir à une identité reçue qui n'est pas moi et qui est sécurisante, dans laquelle nous avons été pris et dans laquelle nous restons quelquefois bien confortables, pour nous ouvrir à l'inconnu de soi et à l'immensité de soi et à la vie. Voilà. Et dans ce cas, cette effroyable blessure que le loup inflige au petit chaperon rouge peut être le point d'une refondation de notre identité véritable. Voilà. Mais ce genre de message est pas toujours facile à entendre, surtout quand on est en train de se faire manger par le loup. Et c'est l'intérêt du langage des contes. C'est qu'ils disent des choses insupportables, mais ils le disent d'une façon qui est supportable. Voilà, vous savez, il y a une phrase de Lacan que j'ai entendue un jour qui m'a frappé. Il dit: ce qui peut arriver de mieux à un être humain, ce sont les dégâts de son existence. Voilà, c'est une des phrases de Lacan qui est facile à comprendre, donc c'est celle qui est facile à mémoriser. Ce qui peut nous arriver de mieux, c'est les dégâts de nos existences. C'est très violent, en fait, d'entendre ça. C'est très violent de dire ça à quelqu'un qui vient de perdre son mari, sa femme, son enfant, qui vient d'entrer dans une épreuve très dure. Voilà, c'est insupportable. Et le petit chaperon rouge dit ça d'une façon qui est supportable, parce que c'est suffisamment voilé. Alors, il y a une part de nous qui l'entend, qui permet de commencer à mâcher, à reconstruire un chemin de vie à partir de l'épreuve, et une part de nous qui est terrifiée d'entendre ça, mais qui est endormie par le conte, endormie par les images du conte. Parce que le conte ne s'adresse pas directement ni à l'intelligence ni à la conscience. Au fond, le conte fonctionne un peu comme une sorte d'hypnose. Voilà, Alexandre Jolien a une autre formule que je trouve très belle, qui est les plus grandes saloperies de nos existences sont le lieu de l'enseignement suprême. Voilà, c'est pas tout à fait pareil que la formule de Lacan. Ce qui peut nous arriver de mieux, c'est quelque chose comme un absolu. Et là, c'est pas ça. Ça peut être le lieu d'un enseignement et je peux me rendre disponible à ce que cela va m'enseigner. Qu'est-ce qui m'arrive et comment ce qui m'arrive peut devenir le lieu d'un enseignement? Et au lieu d'y voir une crasse, écoutez le maître qui m'enseigne avec un langage aujourd'hui incompréhensible. La vie ne nous enseigne pas avec des mots, elle nous enseigne avec des événements, elle nous enseigne avec des crises, elle nous enseigne avec avec ceux qui nous arrivent. Et quelquefois, le maître n'est pas toujours facile à entendre. Mais on peut s'ouvrir à ça. Une porte s'ouvre sur un chemin différent. Je ne sais pas d'avance vraiment vers quoi. Je me mets à l'écoute. Marc-Alain Ouaknin a cette belle formule: une porte s'ouvre dans le jeu, J-E. Une porte s'ouvre à l'intérieur. Et donc, mon invitation ce soir, ça va être simplement de nous ouvrir à ce langage des contes que souvent nous avons entendu quand nous étions enfants. Un langage que nous comprenions quand nous étions enfants et que souvent nous avons oublié en devenant adultes parce que ça s'adressait pas à la conscience rationnelle. Et donc, alphabétiser notre intériorité, ça peut être ça, nous disaient quand nous étions enfants et puis peuvent nous avoir transmis sans que nous ayons eu forcément conscience qu'ils nous les transmettaient. Et relire ce que nous avons vécu pour essayer d'y entendre un langage différent, peut-être le langage du maître. Donc 3 parties pour ce soir, comme ça. Donc ça, c'était mon introduction, un peu longue, mais pour situer dans cette recherche de qui je suis en vérité. D'abord un petit bouquet en fait d'images, voilà, pour alphabétiser nos intériorités. C'est quoi? Quelques images de cet alphabet particulier des contes. La deuxième partie, un petit aperçu sur quelques contes de la croissance et sur la rupture comme étape de croissance, et comment les contes peuvent mettre des images sur des états intérieurs qui sont parfois très difficiles à identifier et à comprendre, et dans lesquels nous nous sentons noyés.
hein, et trop noyé pour savoir quoi en faire. Et on prendra du temps dans cette partie-là pour reprendre, déployer un petit peu les trois petits cochons, qui est pour moi un parcours de croissance extraordinaire. Alors que vous me disiez Marie-Josée tout à l'heure, j'aime beaucoup raconter les trois petits, et en particulier comme modèle de transformation pour les dirigeants. C'est extrêmement intéressant de voir le regard ébahi des dirigeants qui découvrent combien leur entreprise ressemble à cette histoire-là. Avec aussi une dimension spirituelle assez inattendue et un peu bousculante dans les trois petits cochons. Voilà, mais il y a d'autres histoires de transformation très très sidérantes. Je pense au Chaboté. Voilà, hein, c'est quand même assez incroyable de voir ce troisième fils de meunier mort, déshérité, hein, devenir marquis de Carabas, puis devenir gendre du roi. On n'est pas du tout dans une croissance progressive, hein, avec l'idée que croître, ce serait devenir toujours un peu plus grand, toujours un peu plus ample. Non, en fait, la croissance peut s'opérer par des ruptures absolument radicales. Hein, je peux tout d'un coup cesser d'être le troisième fils déshérité du meunier, mort, et devenir le marquis de Carabas, et puis cesser d'être le marquis de Carabas et devenir le gendre du roi. Voilà, d'autres histoires hein, très intéressantes. Pinocchio, Alice sont aussi des parcours d'accomplissement incroyables. Comment j'entre dans ma plénitude, comment je découvre mon identité et comment j'entre dans ma joie aussi. Hein. La plénitude n'est pas qu'un parcours difficile, même s'il y a des étapes qui sont dures à franchir. Et puis la troisième partie, j'aimerais qu'on fasse un focus sur la Belle au bois dormant. Voilà, que j'aime bien présenter comme une topique un peu particulière. Comment la Belle au cœur du château et le fond de notre être. Voilà. Et comment cette Belle blessée et intacte en même temps, malgré la blessure, voilà, et malgré la violence subie, peut être dans une attente d'éveil et de réveil. Et là aussi, hein, ça nous ouvre à une dimension spirituelle possible, sachant qu'une lecture très très humaine est tout à fait possible aussi. Et puis ces trois parties qui seront rythmées par cette idée que on va pas juste se contenter d'absorber, voilà, mais je vais vous proposer à chaque césure, à chaque intermède entre les deux parties, de vous mettre par petits groupes de trois, et puis d'échanger à partir de qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient rejoindre pour moi, qu'est-ce que ça évoque. Voilà. Ça va? Vous suivez? Partie 1. Un temps d'alphabétisation pour se mettre en bouche, un petit apéritif dans ce banquet incroyable que sont les contes. Quelques images en vrac, l'image de la maison des sept nains, l'image de le cercueil de verre de Blanche-Neige, l'image des bottes de sept lieues, et puis les métamorphoses et les sortilèges. Vous savez, dans les contes, il y a souvent des princes qui sont transformés en crapauds ou en animaux et inversement. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? De quoi ça vient nous parler? La maison des sept nains. Alors, on a souvent en tête l'image sympa des nains de Walt Disney. Voilà, bienvenue dans une petite communauté fraternelle qui vous accueille de façon inconditionnelle. Voilà, hi hi, hi ho, on rentre du boulot et c'est chacun son petit caractère. Voilà, prof, simplet, dormeur, grincheux, atchoum, etc. Voilà, c'est un aspect possible. Voilà, je crois de mon côté que c'est bien de s'ouvrir à une dimension plus dure de cette image. Blanche-Neige est virée de chez elle. Elle a perdu sa filiation en tant que princesse, hein, donc cette fille de roi, elle est comme l'exilée de Rabbi Bunam, et elle traîne dans la forêt. Et la forêt, c'est une image fréquente dans les contes. C'est l'image du lieu où il n'y a pas de chemin, où il n'y a pas de sens, où il n'y a pas de direction. Et donc, ça va rejoindre tous les moments dans nos existences où nous pouvons nous sentir perdus. On ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle direction prendre. Elle a perdu sa sécurité, elle a perdu son lieu d'appartenance, elle a perdu son enveloppe, elle a perdu son image sociale. Voilà, donc ça commence vraiment par un cataclysme personnel, hein, Blanche-Neige. Évidemment, ça rejoint les enfants, hein, qui sont très friands de cette question d'identité.
Voilà, vous avez la Divine Comédie de Dante qui commence comme ça aussi. Hein. Au milieu du chemin de notre vie, ayant quitté le chemin droit, je me trouvais dans une forêt obscure. Ah, qu'il serait dur de dire combien cette forêt était sauvage, épaisse et âpre. La pensée seule en renouvelle la peur, elle était si amère, presque autant que le serait la mort. Voilà, hein. Dante commence comme ça aussi. Et donc chacun de nous connaît ces moments-là où on se sent dérouté, où on ne sait pas très bien quoi faire, on se sent désorienté, abandonné, égaré. Je regarde en arrière, je ne vois que des erreurs. Tout ce que j'ai fait avant m'a conduit à l'impasse où je suis. Je me sens incapable de faire autrement que ce que je sais faire, c'est-à-dire les mêmes erreurs. Voilà, c'est une expérience courante, mais qui n'est pas facile à partager avec nos entourages parce que c'est une anxiété qu'on n'a pas envie de répandre, de diffuser autour de nous. Hein. Et puis, on a peur que les gens nous regardent comme un raté, hein. Que les gens nous étiquettent, nous épinglent, nous accrochent à cette identité-là, hein, de celui qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et donc, on va dissimuler, on va minimiser pour rassurer les autres, puis pour se rassurer soi. Et évidemment, le risque vient très vite de perdre le contact avec son dedans, avec son intérieur. Voilà, donc Blanche-Neige est perdue dans la forêt et elle trouve une petite maison. Soulagement. Hein. Elle va pouvoir se mettre à l'abri, elle va pas être mangée par les bêtes sauvages, elle va pas être tuée par les loups, etc. En fait, la maison des 7 nains, c'est pas seulement une maison accueillante, c'est aussi une maison petite. Tout est petit. Les gens sont petits. Le boulot est petit. C'est pas sa place. Voilà. C'est pas dimensionné pour sa mesure. La besogne qu'on lui donne à faire, les nains lui disent de faire la vaisselle, de faire le ménage. En fait, c'est une princesse. Elle n'est pas du tout à sa place. Voilà. Donc c'est bien de trouver un boulot quand on est en errance professionnelle. C'est bien de trouver une personne pour nous accompagner quand on est célibataire, quand on est seul. Mais au fond, le boulot qu'elle trouve est pas stimulant. Et ce que proposent les nains n'est pas stimulant. En plus, il donne un cadre de relation qui est extrêmement contraignant. Hein. Les nains qui lui disent surtout tu n'ouvres à personne, c'est dangereux. Les marchandes qui vont arriver, elles sont un danger pour toi. Hein, voilà. Et donc, elle est enfermée, les nains sont jamais là, elle fait un boulot nul, et en plus, elle peut voir personne. Voilà. Hein, donc, on n'est pas dans une image qui est forcément hyper joyeuse de cette étape dans son existence. Comme la chèvre de Monsieur Seguin, hein, qu'on trouve aussi au début de l'histoire, avec accrochée à la corde au milieu de son enclos. Il n'y a plus rien à brouter dans l'enclos. Elle tire sur la corde, elle soupire après la montagne. Elle a qu'une seule envie, c'est de s'échapper. Voilà, et elle peut pas. Hein. Ici, Blanche-Neige ne peut pas. Ça m'a frappé un jour dans Alice au pays des merveilles. Hein, cette phrase qu'elle dit quand elle est coincée dans la maison du lapin, vous savez, en fait, elle prend comme ça quelque chose qu'elle boit et ça la fait grandir, 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 grandir. Et dans la maison du lapin, du coup, elle occupe toute la place et elle ne peut plus grandir. Elle va faire craquer la maison et elle prononce cette phrase: il n'y a pas ici la place nécessaire pour grandir davantage. Et cette phrase-là, à cette époque, moi, j'étais dans un institut où je sentais que c'était exactement ça que je pouvais dire, hein, qu'il n'y avait pas la place pour moi de grandir davantage. On fait quoi quand il n'y a pas la place de grandir? Eh ben, Blanche-Neige déconne. La seule issue qu'elle trouve, c'est de commencer, effectivement, à faire n'importe quoi. Elle va ouvrir à la première venue. Et c'est Netflix, et c'est TikTok, et c'est WhatsApp, et c'est Instagram, c'est je ne sais pas. Enfin, ça peut être Internet. Hein, voilà, la version aujourd'hui de Blanche-Neige certainement nous donnerait pas les images de ces trois objets que lui vend la marchande. Premier objet, un lacet qui va permettre de serrer son corset pour avoir une très belle image d'elle-même. Mais elle est quand même dans cette idée-là de je vais faire la belle.
La deuxième proposition de la marchande, c'est un peigne de toute beauté qu'elle va pouvoir se mettre comme ça sur la tête pour faire aussi quelque chose de très joli. Mais ce peigne va lui prendre la tête et va l'empoisonner. Et donc, qu'est-ce qui nous prend la tête? Voilà, évidemment, hein, je peux très bien passer comme ça des images contemporaines avec l'idée de tous nos modèles de beauté sont des modèles qui nous étouffent. Les modèles qu'on peut avoir quand on est jeune, quand on est adolescent, mais quelquefois quand on est adulte, quels sont les modèles que je veux atteindre? Quelquefois, ils peuvent être des impasses mortelles. Et voilà, le peigne, c'est qu'est-ce que je me mets dans la tête. Hein. Si je passe mon temps sur des réseaux sociaux, je peux finir par être complètement occupé et accaparé par des choses qui viennent me prendre la tête et qui m'empoisonnent. Voilà, de façon, ce qui arrive à Blanche-Neige. Donc, le lacet l'étouffe, elle tombe par terre. Le peigne l'empoisonne, elle tombe par terre. Et là, les nains reviennent, ils la remettent debout. Vous connaissez l'histoire. Heureusement, ils enlèvent le peigne, ils coupent le lacet. Et la troisième fois, la marchande revient avec une pomme, une très jolie pomme. Voilà, peut-être la pomme, ça pourrait être quelque chose comme une pilule d'ecstasy aujourd'hui, ou quelque chose comme un petit joint, ou voilà. Et elle, la dealeuse, elle n'est pas dépendante. Elle arrive à prendre sa part et elle reste assez libre. Mais elle n'a pas cette elle a pas cette force-là, Blanche-Neige, et donc elle s'écroule. Voilà. Et donc une question sur cette image-là pour nous alphabétiser. Hein, c'est quoi, pour moi, la maison trop petite? Et c'est quoi les compensations qui me mènent doucement vers le cercueil de verre? Hein, ces compensations qui peuvent être le lacet, le peigne, la pomme, et qui restent en travers de la gorge. Et là, les nains sont impuissants, ils n'arrivent pas à comprendre où est l'erreur, et donc la belle Blanche-Neige reste inanimée. Voilà. Ni vivante, ni morte. Évidemment, c'est intéressant aussi, cet intermédiaire-là. Deuxième image, le cercueil de verre. Donc, on est dans le suite, hein. Autre image magnifique, donc pareil, hein, on regarde Walt Disney, on est admiratif de cette princesse resplendissante derrière ces parois de verre qui permettent de la contempler dans toute sa splendeur. Voilà. Mais pareil, la réalité est un peu plus trash. Est-ce que vous avez déjà éprouvé une sensation de cercueil de verre dans votre existence? C'est-à-dire, je ne peux plus bouger, je suis placardisé, personne ne m'entend, je n'entends personne, on vous voit de partout, vous êtes hyper exposé, et en réalité, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Voilà, cercueil de verre, c'est presque la mort. Hein. Voilà, et à côté de ça, les nains continuent à venir l'admirer, mais tu parles d'une consolation, c'est où elle fait bien son travail, c'est quelqu'un de super disponible, elle est super gentille, voilà, c'est génial, sans lui ou sans elle, on ne sait pas comment on ferait, enfin, vous voyez l'admiration des nains est quelque chose de très ambivalent et très ambigu. Elle s'est sacrifiée à la bonne cause, c'est bien. Voilà, donc Walt Disney romantise beaucoup Blanche-Neige, les animaux tout attendris, les écureuils, les lapins, les oiseaux, mais en réalité, Blanche-Neige, elle est juste une personne exténuée par une vie qui lui convient pas, c'est un burn-out. Voilà, mais si vous dites aux gens, comme ça, de but en blanc, tu sais, ta façon de vivre est misérable, ou bien ton burn-out, c'est la conséquence de tes engagements excessifs parce que tu sais pas dire non, c'est insupportable pour eux. C'est un coup de poignard supplémentaire dans leur estime d'eux-mêmes qui est déjà par terre. Voilà, on peut pas dire ça, c'est contre-productif, ça va pas les aider. Par contre, l'image du cercueil de verre, ça va nous rejoindre dans ce qu'on éprouve confusément, dans ce qu'on n'ose pas se dire à soi-même, et c'est une image qui ne nous juge pas. Tu vois, tu es comme Blanche-Neige. Voilà. Un jour, je me suis dit aussi que ces cercueils de verre, c'est un peu comme les EHPAD, les institutions comme ça qui sont construites en périphérie des villes, des grandes architectures de verre et de métal. Je me dis, c'est comme des cercueils de verre. Et c'est beau à l'extérieur et à l'intérieur, on crève en silence. Voilà. Voilà. Et l'image du cercueil de verre nous dit que c'est pas la fin, puisque un prince se passionne pour ce qu'il voit
et choisit de transporter Blanche-Neige et le cercueil est bousculé et dans la bousculade, elle crache le morceau, hein. Le morceau de pomme qui lui reste en travers de la gorge ressort et voilà la belle qui retrouve la vie et qui retrouve sa royauté perdue. Voilà, autre image, les bottes de 7 lieues. Une lieue, ça représente 4 km 83 à peu près, donc ça veut dire que les bottes de 7 lieues, en un pas, vous faites 7 lieues, c'est-à-dire à peu près 34 km. C'est-à-dire que vous faites Paris-Lille en 6 pas. C'est très rapide, hein, c'est bien plus efficace que le TGV d'aujourd'hui. Et c'est une image de quoi? De notre mobilité, de notre disponibilité, de notre souplesse, de notre de capacité à nous adapter, à nous rendre présents, visibles, utiles, efficaces. Voilà, on a la même image adaptée au XXe siècle avec le Petit Prince, hein, l'avion de Saint-Exupéry. L'avion, c'est quelque chose qui permet d'aller très vite, qui permet d'aller très loin, qui permet de surmonter tous les obstacles. Voilà, et l'avion en panne au début du Petit Prince, eh ben, le moteur est cassé. Voilà, et qu'est-ce que c'est qu'un moteur cassé? Ben, c'est comme une Blanche-Neige dans un cercueil de verre, hein, d'une certaine façon, quelque chose ne va pas. Elle a perdu ses bottes de 7 lieues. Et donc, c'est intéressant de voir que le petit poussé, non seulement il récupère les bottes de 7 lieues, mais qu'il nous invite à les voler à l'ogre. Voilà, qu'est-ce que ça veut nous dire? Enfin, moi, j'entends ça, hein. N'attendez pas qu'on vous les donne, les bottes de 7 lieues. Volez-les. Il faut les prendre. Il faut prendre les compétences là où elles sont. Servez-vous, soyez au service de votre croissance, développez-vous, courez, pas pour être meilleur que les autres, mais simplement pour vous servir et servir la vie. Voilà, sortez de la maison de l'ogre qui vous mange. Existez, soyez heureux. Voilà, alors personnellement, c'est un peu le contraire de l'éducation que j'ai reçue, hein. Servir les autres, servir Dieu, Dieu premier servi, ne vous imposez pas, soyez polis, adaptez-vous, suradaptez-vous, soyez toujours gentils. Stop, on est dans la maison des 7 nains. Voilà. Et j'avais besoin, moi, d'entendre que j'ai le droit de grandir, que j'ai le droit de trouver ma propre dynamique dans la vie. Mais je ne pouvais pas l'entendre d'une façon directe, frontale. J'aurais immédiatement rejeté le message. C'est pas conforme à mes valeurs. Voilà. On a comme ça des formes de loyauté envers ceux qui nous ont entourés, qui nous ont éduqués, qui nous empêchent d'entendre les messages de vie. Hein, c'est là qu'on a besoin d'être alphabétisé. On peut pas trahir ceux qui nous ont élevés effrontément sans se sentir aussitôt englué dans la honte. On se sent misérable, ingrat, voilà, et on entre dans une vraie insécurité. Voilà, tous ces messages de nos intériorités. Mais ce sont aussi des grands messages spirituels. Hein. Voilà, si on prend le Christ dans les évangiles, on a Lazare qui est dans le tombeau. Lazare sort. Ta place n'est pas dans le tombeau. Hein. C'est très très voisin de cette sortie du cercueil de verre. Ou alors Zachée, hein, descends vite. Je veux demeurer chez toi. C'est Zachée aussitôt qui met ses bottes de 7 lieues et vas-y, il va donner, il va ouvrir, il va partager. Hein. C'est intéressant de voir comment l'univers des contes rejoint la dimension spirituelle, mais avec des images qui sont extrêmement banalisées et invisibilisées. Voilà, un dernier point, les transformations en animaux, voilà, crapaud, âne, oiseau. Il y a plein de lectures possibles. Si je suis enfermé dans une apparence de crapaud, peut-être ça signifie que mon dehors, mon image, ne donne pas à voir ce que je suis en profondeur. Mais peut-être simplement que c'est comme ça que les autres me voient. Voilà. Ou encore que je me vois faire des choses que je n'aime pas de moi. Voilà, la grenouille et le crapaud sont pas que des animaux négatifs. Hein. Il y a effectivement cette idée que ce sont des animaux de la vase, de la mare, qui sont visqueux, qui sont froids, qui sont un peu répugnants. Mais les symboliques plus anciennes disent que
associe les crapauds et les grenouilles à la prospérité, la fertilité, le succès, le courage, la richesse, le luxe. Voilà. Hein. Donc on a souvent des images comme ça qui sont réversibles. Et souvent les crapauds se transforment en princes et les grenouilles se transforment en princesses. C'est pas un hasard. Voilà. Donc une invitation à ne pas m'enfermer dans ce que je donne à voir de moi, mais aussi ne pas enfermer l'autre dans ce que lui donne à voir de lui. Hein, c'est pas toujours simple. Il y a un conte de Grimm qui s'appelle Les 6 frères cygnes. Et là, les 6 frères sont transformés en cygnes. C'est intéressant aussi, cette transformation en cygne. On se dit, bah, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau, un cygne. Oui, mais bon, ils sont quand même animaux, ils sont quand même en vol, ils sont quand même absents de leur humanité, absents de la terre, absents de la relation tout le temps de la journée. Il y a juste un quart d'heure par jour où ils peuvent reprendre leur humanité. Je trouve ça très intéressant, ce quart d'heure d'humanité. Voilà, c'est quelque chose que quelquefois je propose aux gens de vivre dans les groupes. Et si on prenait un quart d'heure d'humanité pour se rencontrer tel qu'on est, qui on est, on quitte nos avis de cygne. Et pour moi, le cygne, c'est vraiment l'image de quelqu'un qui est en fuite, quelqu'un qui s'envole dès qu'on s'approche, quelqu'un qui va être mené par ses peurs, mené par son anxiété, voilà, et qui du coup se met en retrait. Voilà. Pourquoi nous avons besoin d'être alphabétisés? D'abord parce que ces expériences dont je parle sont des expériences dures, douloureuses, humiliantes et donc difficiles à reconnaître quand on y est et on cherche à les fuir. Je disais tout à l'heure, on se coupe de soi-même, on minimise, on pense à autre chose, on cherche à tout prix des compensations, des distractions. Voilà. Je me souviens, dans un accueil pour personnes sans abri, un jour, un monsieur qui arrive, qui dit, en rigolant, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que je trouvais du boulot. Et il éclate de rire, et tout le monde autour éclate de rire. Voilà. Et je me disais, mais c'est incroyable comment celui-là est en train de valoriser sa liberté parce qu'il est incapable de regarder la merde dans laquelle il se trouve. Hein, c'est compliqué de mettre le nez dedans. Voilà. Et donc, c'est plus facile à un moment de se survaloriser, comme on disait tout à l'heure. Voilà, évidemment, hein, ça m'évoque le prince exilé de Rabbi Bunam tout à l'heure. Hein, je valorise ma liberté, je suis anti-système, je veux pas être rattrapé, je suis meilleur que les autres. Mais j'ai oublié que j'étais fils de roi et que si j'assume que je suis fils de roi, eh ben peut-être que le chemin va être long pour récupérer mon identité et pour me restaurer dans ma plénitude. Alors, un deuxième point qui fait qu'on a besoin d'être alphabétisé, c'est que ce sont des expériences intérieures qui sont difficiles à nommer quand on est dedans parce qu'on est envahi de représentations négatives qui prennent toute la place. Je suis englué dans tout un mélange de pensées négatives qui vont être j'ai raté ma vie, je vaux rien, je suis un imbécile, voilà, je me suis trompé tout le temps, j'ai fait du mal à tout le monde, j'ai voulu faire tout seul, je me suis raté, et des croyances sur le monde est méchant, agressif, dangereux, etc. Et quand je suis pris là-dedans, je ne peux même pas imaginer autre chose de moi. Voilà. Et donc, de recevoir une image comme ça, de Blanche-Neige, de Cendrillon, de Belle au bois dormant, une image que le conte me lance, je peux découvrir que je ne suis pas seul puisque d'autres ont parlé de ça et que c'est une expérience d'humanité que nous partageons et qu'elle n'est pas fatale. Troisième point de notre besoin, nous ne savons pas bien identifier et nommer notre dedans. Pour une autre raison, c'est que notre entourage ne nous donne pas les mots qui permettent de penser ce que nous vivons la plupart du temps. Autour de nous, on va parler de projets, de réussite, de victoire. On est baigné dans une culture qui est un peu terrifiée par les impasses, les enlisements, les effondrements, les marécages. Et on vous donne tout de suite plein de conseils pour en sortir. Fais ceci, fais cela. Voilà. Et on se sent vite comme un lépreux, comme une malédiction. Voilà. L'entourage ne met pas les mots sur ces expériences difficiles et du coup, on n'a pas le langage nécessaire. David Le Breton a écrit un très beau livre qui s'appelle Anthropologie de la douleur, dans lequel il dit quelque chose que je trouve très juste. La douleur est un échec radical du langage.
Voilà. Ni nous, ni les autres ne savent trop comment s'en approcher. Voilà. Et évidemment, les contes sont un langage qui permet de toucher cette dimension-là qui est inabordable dans le lien courant. On sent l'alphabétisation qui est possible. On est en train de manger avec les contes une autre vision de ce qui nous arrive, qui peut nous aider à l'accueillir et à le mettre dans la langue et dans la langue de la vie. Voilà, une dernière raison qu'on va développer un peu plus tard avec La Belle au bois dormant, c'est que quand on a vécu des expériences traumatisantes, souvent, sans s'en apercevoir, ça nous désensibilise. En fait, on n'a plus accès à nos ressentis intérieurs et on n'arrive même pas à comprendre qu'on ressent quelque chose. Et donc là, les contes ont une dimension pédagogique extrêmement incarnée, de la réincarnation, de la réintégration de notre corps, de nos ressentis, de notre cœur. Voilà. Et avec cette question du sens, de quoi ça parle et vers où ça mène. Voilà, un petit bouquet comme ça de quelques images pour nommer cette sagesse des contes qui peuvent nous rejoindre là où nous sommes, qui peuvent nous en parler sans heurter notre conscience. L'intériorité n'a pas besoin d'être pensée, elle a d'abord besoin d'être remise en vie. Et donc besoin d'être alphabétisée aussi pour être rejointe. Nous avons besoin d'être alphabétisés pour apprendre à l'écouter quand elle nous parle, à dialoguer avec elle. C'est un peu une greffe de langage qui peut commencer à s'opérer et qui va pouvoir nous désincarcérer. Voilà, fin de ma première partie. Je vous propose maintenant, du coup, de prendre ce petit temps comme ça pour vous. Qu'est-ce que ça me fait d'entendre ça? Est-ce qu'il y a une image qui me touche en particulier? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce que ça ouvre comme réflexion, comme question, comme prolongement? Voilà, on prend comme ça 30 secondes en silence, puis ensuite je vous invite à vous tourner par petits groupes de 3, voilà, bougez vos chaises, mettez-vous comme ça, pour pouvoir partager avec ceux qui vous entourent sur chacun 5 minutes, qu'est-ce qui me touche, voilà, et on prend comme ça. Alors, évidemment, je donne le cadre de cette rencontre. Vous avez la liberté de parler et la liberté de ne pas parler de ce qui vous affecte. Vous pouvez très bien avoir noté des choses qui sont très intimes que vous n'avez pas envie de dire. Et puis, il y a des choses qui, petit à petit, vous paraissent possibles de dire parce que d'autres le disent. Et puis, un point qui me paraît essentiel, c'est la confidentialité stricte de ces petits temps de partage. C'est-à-dire que ce que vous partagez aux deux autres, les deux autres s'engagent à ne rien en redire à l'extérieur et à l'oublier aussitôt qu'on est sorti, et même à ne rien en redire dans la plénière qu'on pourra avoir ensemble. Un tel m'a dit que non, c'est moi je parle de ce que j'ai dit si je veux, je ne parle pas de ce qu'un autre m'a dit, parce que ça touche à des choses dont on sait bien qu'elles peuvent être assez personnelles et assez intimes. Et c'est important de se sentir en sécurité dans ce genre de partage. Voilà, ça va ? Alors, pour la vidéo, vous allez être envoyé en sous-salle et donc la vidéo n'est pas enregistrée dans les sous-salles et donc vous avez une parole totalement libre et on se donne un petit quart d'heure, voilà, pour que chacun puisse avoir l'espace de dire ce qui compte pour lui. Voilà, bienvenue à tous, de retour. Est-ce qu'on peut inverser sur la vidéo? Ça peut le contraste. Christophe va sur la droite, et Théo va sur la gauche. Ah. Il y a du fond là-dedans. Je ne suis pas sûr que ce soit facile à faire. Il faut regarder l'image sur son avis.
Alors, on prendra à la fin un petit temps pour faire un partage tous en grand groupe, en plénière. Là, on va avancer sur notre deuxième partie. Cette idée-là de parcours, hein, cette idée de parcours de transformation dans les pays du dedans, dans le pays du dedans. Hein, comment il y a toute une rééducation pour réapprendre, apprendre à sentir et à ressentir des choses qu'on a désappris. Alors, brièvement, l'image de Pinocchio, je trouve que c'est super beau, en fait, de prendre conscience que Pinocchio, c'est d'abord une bûche. Après avoir été une bûche, c'est un pantin. Après être un pantin, c'est un âne. Ensuite, il redevient pantin, et c'est seulement après qu'il finit par devenir petit garçon. C'est super intéressant de savoir qu'est-ce qui nous humanise, hein, comment on arrive à s'humaniser. Évidemment, on a tous été des bûches, voilà, petits, nourrissons, enfants, voilà, à l'école, et traités comme des bûches, parce que celui qui a la bûche, le père la cerise au début de l'histoire, il se dit, je vais en faire un pied de table, et il prend une hache et il cogne sur la bûche. Évidemment, hein, c'est une image de l'éducation dans les familles pauvres de l'Italie. C'est cogner sur des bouts de bois pour en faire ce qu'on veut ou ce qu'on peut, et en général des choses utiles et pas très brillantes. Mais la bûche est récalcitrante et le père Lasrise l'abandonne, il la donne à Geppetto. Hein, et donc, Geppetto se retrouve un peu comme un maître d'école qui hérite d'une bûche dont sa famille ne veut pas. On a tapé dessus, mais ça ne sert à rien, débrouillez-vous, l'éducation nationale, faites-en ce que vous voulez. Et Geppetto, je vais faire un pantin. C'est extraordinaire comme vision, hein, de tous ces projets successifs de l'éducation qu'on peut avoir sur les enfants que nous avons été et que quelquefois nos enfants sont aussi. Voilà. Et que le projet de Pinocchio, dès le début de l'histoire, c'est d'aller à l'école, et sur 330 pages, il ne met un pied à l'école qu'à la page 201, au chapitre 26. C'est-à-dire que l'essentiel de la vie s'apprend en dehors de l'école. C'est la grande leçon de Pinocchio. Et les expériences de vie sont infiniment plus passionnantes et transformantes et humanisantes que ce qu'on apprend à l'école. C'est le message de Collodi. Évidemment, je ne m'en fais pas le porteur personnellement. Voilà Pinocchio. Et comment on devient un âne, hein, c'est très intéressant. Comment d'aller s'embarquer avec les potes à l'île des plaisirs. Pour finir, ça fait de vous un âne qui va servir de bétail pour les recruteurs qui cherchent des gens pas diplômés, qui cherchent des gens qui réfléchissent pas. C'est du prolétariat facile à exploiter. C'est vraiment toute une lecture comme ça de Pinocchio qui est extrêmement intéressante et en même temps toujours l'actualité. Voilà Pinocchio qui, soit dit en passant, exécute à coups de marteau le grillon parleur pratiquement dès le chapitre 4, c'est-à-dire qu'il l'atteignit juste à la tête, si bien que le pauvre grillon eut à peine la force de faire une dernière fois, et il resta là, aplati contre le mur. La petite conscience qui nous parle, le père la morale qui vient nous dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, il n'en fait qu'une bouchée, Pinocchio. Et mystérieusement, on le voit réapparaître plus tard, le grillon parlant, mais l'intention initiale de Collodi, c'était effectivement de s'en débarrasser très vite. Autre parcours que je vous ai annoncé tout à l'heure, les trois petits cochons. C'est très intéressant, les trois petits cochons. Souvent, on a une première lecture des trois petits cochons qui est que la maison 1, la maison de paille, est une maison nulle. C'est pas bien de faire des maisons en paille. Évidemment, la bonne maison, c'est les maisons en briques. Et donc, ça veut dire prenez du temps, anticipez, mouillez la chemise. Voilà. Mais si vous faites du bon boulot, vous serez des gens estimables et vous serez des notables. Voilà. Hein, acceptez la frustration maintenant pour mieux profiter des gratifications plus tard.
qui sont bien supérieures aux gratifications de l'immédiateté. Ça, c'est la leçon apparente, c'est souvent celle qu'on a enregistrée au niveau de la conscience. En réalité, je crois pas que ça soit ça, le fond de l'histoire. Je crois que c'est l'histoire d'un seul cochon, qui est le cochon numéro 1, qui doit quitter la maison de la maman, et ça, c'est ce que nous devons tous vivre un jour ou l'autre. Il faut partir de cette maison sécurisante, comme le petit poussé doit quitter la maison du bûcheron, de la bûcheronne, qui sont des maisons de la famine, dans lesquelles il n'y a rien à manger. Notre avenir n'est pas de nous incruster dans les maisons de confort et dans les maisons initiales. Bref, le cochon s'en va et il n'a pas d'autre possibilité que de faire une maison 1. On ne peut pas faire directement une maison 3 si on n'a pas fait d'abord une maison 1, une maison 2. C'est cette idée-là de l'histoire du cochon qui va passer d'une maison à l'autre au fur et à mesure que les maisons précédentes seront détruites. Faire ces maisons dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire y trouver sa place et en même temps se protéger parce que le monde, c'est le lieu du loup, qui est une menace majeure pour les petits cochons que nous sommes. Voilà. Et donc, il va commencer par la maison 1. C'est quoi la maison 1? La maison en paille. En fait, il ramasse ce qu'il trouve autour de lui et ça lui fait une première cabane. C'est comme nos jeux d'enfants. C'est notre premier dessin de nos existences, d'une certaine façon. Ma première identité, ma première vision de moi, mes premiers projets d'avenir. Je veux être pompier, je veux être pilote, je veux être maître d'école, je ne sais pas. Je veux être gentil, je veux qu'on m'aime. Voilà, c'est des choses comme ça. Je fais tout pour ça et ça marche pas. Et ça marche pas. Le loup, c'est le réel, qui fait que il y a sur la cour de récré un gars qui est plus fort que moi, qui me casse la figure. Je voulais être gentil, un autre qui se moque de moi parce que j'ai des lunettes, parce que je suis trop gros à cause de mon nom, n'importe. Voilà, la maison de paille soufflée, c'est les illusions sur lesquelles on a commencé à construire une première amorce de nos identités, de nos façons d'être au monde, qui ne sont pas rien, mais qui sont déjà un premier apprentissage, soufflé par le loup. Et donc le petit cochon, tout nu, court vers une autre maison pour se protéger à nouveau. La maison 2, c'est une maison de bois et c'est une maison où ils sont deux. Et c'est une maison qui a été construite par un autre. C'est aussi intéressant, ça, de se dire, c'est pas lui qui construit toutes les maisons. Il y a un moment où il entre dans des maisons qui sont pré-construites par d'autres. Et ça peut être le moment où on construit des cabanes, où on fait des rêves à deux, où on fait des jeux à deux. C'est la découverte de l'amitié, ça peut être la découverte de l'amour, ça peut être comme ça. Les histoires qu'on se raconte ensemble, ils sont tellement plus puissantes que les histoires qu'on se raconte tout seul. Et c'est beaucoup plus solide quand on est deux. Voilà. Donc ça, c'est vrai pour l'enfance. C'est vrai aussi à l'âge adulte. Le premier projet qu'on a, qui est une première vision, et puis la réalité des clients, la réalité de l'économie fait qu'on doit ajuster des choses. La maison est soufflée. On passe à un deuxième état, et quelquefois, le deuxième état est plus intelligent que le premier parce qu'on a intégré davantage de contraintes, on a intégré davantage de voix, d'autres personnes comme ça qui nous permettent d'avoir un projet plus solide. Mais quand on est deux, ça reste fragile. Voilà, le copain déménage, un autre dehors qui ne croit pas à notre histoire, qui est que non, je suis désolé, vous n'êtes pas du tout des aventuriers dans la jungle. Vous êtes juste en train de faire des tâches de peinture dans la cour de récré, et donc vous allez être punis. Voilà. Et donc, le loup est terrible. Il vient saccager aussi la deuxième maison et il casse tout une deuxième fois. Et on doit courir à la maison 3. Voilà. Le petit cochon tout nu court à nouveau vers une autre maison pour s'en protéger, pour se protéger du loup. La maison 3, c'est la maison où on n'est plus seulement deux, où on est trois. Et donc, c'est ouvert à autre chose que du nous deux. C'est ouvert à des tiers. Je peux faire une place à l'autre, je peux faire une place à l'étranger, à d'autres façons de penser, à d'autres représentations que les miennes. Et cette fois, la maison 3, elle est hyper solide. Elle est impossible à casser. Le loup n'arrive plus à l'ébranler. Ça veut dire quoi? Ça rejoint ce que disait Alexandre Jolien. Les plus grandes saloperies de nos existences sont le lieu de l'enseignement suprême. Toutes ces cabanes pétées, c'est pas pour rien. Tu vas voir, ça te conduit vers quelque chose qui est infiniment meilleur que ce que tu avais perdu.
Mais quand on le perd, c'est rude, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte. Voilà. Et donc, les trois petits cochons, c'est une pédagogie extraordinaire de nos échecs. Voilà. Comment apprendre à me réajuster, à intégrer de nouvelles données, à penser autrement, à intégrer plus de monde dans ma version suivante, à m'ouvrir à l'intelligence collective et à l'intelligence de la vie et à la résilience. Hein, c'est vraiment ce message-là au fond. Avec trois instances dans les trois petits cochons. Il y a donc une première instance cochon qui est le jeu, hein, le jeu qui est le fond de notre identité qui demeure tout au long de la vie, tout nu comme ça, le jeu seul, rien d'autre que le jeu, dépouillé de toute identité extérieure. Hein, c'est la force cochon comme ça, qui trace sa route et qui continue à vivre. C'est une force de vie extraordinaire. Puis il y a la deuxième instance qui est l'instance maison, et ça c'est les identités provisoires, successives, les rôles, les missions, les engagements, les images de soi auxquelles on peut s'attacher. Et puis il y a le loup, hein, troisième instance, force puissante qui nous libère de nos maisons trop petites, voilà, hein, pour nous permettre de nous remettre en route vers une forme plus aboutie et plus ajustée. Bien sûr, il arrive que le loup soit intérieur, pas forcément extérieur. Quelquefois, il souffle du dedans. C'est je ne veux pas rester ici, je sabote, je déclenche mon expulsion moi-même, et pas quelquefois, de façon pas très appropriée, hein, de façon maladroite, je m'embarque vers une nouvelle étape. Je peux le déclencher moi-même. Et donc, le loup, on peut le regarder comme un immense souffle de vie. Hein, évidemment, les enfants le sentent bien, mais ce souffle de vie qui nous pousse vers l'inconnu leur fait peur, nous fait peur. On ne sait pas ce qu'on va devenir, et évidemment, c'est source d'une vraie inquiétude. Mais souffle de vie, alors bon, pareil, hein, dans la tradition chrétienne, ça évoque un des personnages, une des personnes de la Trinité, c'est l'Esprit Saint. Et donc, voilà, j'associe le loup des trois petits cochons au grand souffle créateur de l'Esprit Saint qui va à un grand coup de souffle comme ça et qui détruit les maisons trop petites et qui vous pousse dans l'existence et qui ne touche jamais au cochon. Le loup ne mange pas un seul cochon de toute l'histoire. Il ne fait que détruire les maisons trop petites. Hein. C'est toujours intéressant de voir aussi cette dimension extrêmement vivifiante du loup libérateur. Voilà, quelquefois. Nos étapes de croissance, nos pertes de repères, mais aussi des moments ineffables quelquefois. On disait tout à l'heure, c'est quelquefois difficile de nommer nos grandes expériences douloureuses, les expériences comme ça dans lesquelles on patauge. Quelquefois, c'est difficile aussi de nommer nos belles expériences intérieures, parce que nos entourages sont pas très à l'aise avec cette royauté qui peut nous arriver et qui peut nous submerger quelquefois, et que on nous dit calme ta joie, hein, et surtout n'en fais pas trop, n'en montre pas trop, hein, c'est dangereux pour toi. Ça me rappelle cette histoire de Francis Blanche qui dit que quand il était petit, ses parents disaient de lui, bah oui, c'est un petit garçon un peu rêveur, il est poète à 16 heures, mais rassurez-vous, à 16h30, c'est terminé, il commence à faire son boulot comme les autres. Voilà, c'est typique ça, hein, de dire, oh, ok, juste un tout petit temps, le quart d'heure d'humanité comme ça. Voilà, nos rêves de grandeur ne sont pas toujours bien accueillis. On nous regarde comme des prétentieux, comme des orgueilleux, comme imbus de nos personnes. Hein, voilà, et c'est à nouveau le chaperon rouge qui va peser sur nos identités qui peuvent s'étouffer. Troisième partie, la Belle au bois dormant, ça va? Alors, je viens, moi, de passer 3 ans à travailler sur La Belle au bois dormant, à creuser. Je trouve que c'est absolument vertigineux. Souvent, on a oublié l'étrangeté de ce conte parce qu'on est un peu habitué. Et comme c'est une histoire pour des enfants, on se dit que, voilà, on va pas à la recherche de ce qu'il faudrait entendre de plus profond, au-delà de la dimension un peu poétique et un peu merveilleuse. Mais si on regarde d'un peu près, les images de La Belle au bois dormant sont complètement folles. Voilà, c'est quelque chose de assez surréaliste. En fait, c'est plus proche de Lewis Carroll, de Kafka ou de justement Michaud
que de ce qu'on imagine être une histoire pour enfants, et surtout au XVIIe siècle. Le sommeil de 100 ans. Bon, voilà, c'est pas réaliste, on est d'accord. Une belle image. Un sommeil de 100 ans, c'est quoi? Alors, un jour, ce qui m'a frappé, c'est que ce sommeil de 100 ans m'est venu comme ça, comme en flash, me parler de mes propres états dépressifs. Je me suis dit, au fond, la jeune fille qui dort comme ça, qui est enfermée dans son château, qui est en relation avec personne, qui a plus d'énergie, qui a plus de désir, qui a plus d'envie, qui a plus de capacité de faire, qui a plus de relation avec personne, hein, qu'elle se met en retrait comme ça. Voilà, c'est une image possible. C'est une image possible du sommeil de 100 ans. Après, les 100 ans, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est si long? On aurait pu dire un sommeil de 3 ans, ça suffit. Voilà, je crois que les 100 ans, en fait, c'est une façon de dire le temps subjectif. Quand on est à l'intérieur de ces états-là, ça n'en finit pas. On ne voit jamais l'horizon. Oh, et on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Ce sommeil de 100 ans, ça peut être un état dépressif, ça peut être aussi plein d'autres formes de sommeil dans nos activités, dans nos vies éveillées, la timidité, une certaine introversion, un enfant rêveur, justement ce dont on dit les poètes à 16 heures, du retrait social, une peur de s'exposer trop, une peur de s'engager, voilà, certaines phobies sociales. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas énormément d'entrain à travailler, un paresseux, un décrocheur, etc., etc. Hein. On s'aperçoit que ça peut venir rejoindre énormément de gens dans différentes zones d'eux-mêmes qui sont en sommeil, mais qui ne sont pas toujours visiblement en sommeil. Voilà, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Au fond, le trouble de l'attention est une façon d'être en sommeil de l'attention. Être activement désengagé au travail ou peu engagé au travail, hein, c'est aussi une façon d'être en sommeil. Mais si vous dites à quelqu'un, bah, vous faites une dépression réactionnelle, pareil, c'est un mot de garagiste. Hein, ça veut dire que il y a un bug, on va vous traiter, le moteur est cassé, et donc à nouveau un coup dans l'estime de soi. Et donc les symptômes désigne en général les choses qui sont défaillantes, les choses qui sont cassées, les choses qui sont abîmées. Hein, et du coup, c'est assez difficilement acceptable de se laisser enfermer dans des symptômes, ou alors on est soumis dans ces symptômes et ça devient à nouveau un chaperon rouge qui nous enferme. Voilà. Alors que si vous dites c'est un sommeil de 100 ans, le sommeil c'est naturel, ça arrive à tout le monde, et de ça, tout le monde se réveille. L'image ne suscite pas de rejet, pas d'inquiétude, la conscience n'est pas heurtée, et pourtant nous entendons le message, on a le droit de sous-fonctionner, et on est accueilli dans ces zones de nos vies qui sont moins efficaces, qui sont moins utiles, et qui sont des temps qui préparent à la fécondité. Alors, intéressant de voir d'où vient le sommeil. Hein. Il est donné par les fées au baptême. Vous savez, vous vous souvenez, le roi et la reine n'ont pas d'enfants, ils sont tristes, ils sont fâchés, si fâchés qu'on ne saurait croire. Ils courent après les pèlerinages, les eaux, toutes les magies possibles. Pour finir, ils arrivent à avoir une petite fille, joie extraordinaire. Ils invitent le meilleur qu'on puisse espérer dans un baptême, les fées, les 7 fées qui vont donner les plus beaux cadeaux possibles. Amour, gloire, beauté, richesse, musique, grâce, savoir danser, enfin, etc. Hein, tout ce qu'on peut imaginer de bon pour un enfant qui est en train de naître, et pour nous, ce qui a été aussi certainement prononcé au-dessus de nos berceaux. Voilà. Et il y a une fée qu'on n'a pas invitée, évidemment, et qui vient quand même, et qui, au milieu du baptême, lâche. Alors, elle aura une quinzaine d'années, elle va se percer la main avec un fuseau et elle en mourra. Ah, horrible, tout le monde blême, c'est catastrophe, elle a pourri le baptême. Malédiction, malédiction. En fait, cette fée-là n'est pas une fée qui produit la malédiction qu'elle annonce. En réalité, c'est juste une fée qui nous dit la réalité. Il dit, bah ouais, dans la vie, il n'y a pas que ça. C'est pas que de la réussite et du bonheur. Hein. Il y a aussi de la blessure. Et il y a aussi inévitablement la mort.
Et donc, la 7e fée n'est pas si méchante qu'on croit. En fait, elle nous sort du déni. Et elle vient nous rappeler, bah oui, hein, ce sera pas toujours simple. Voilà, ce sera pas toujours simple. Et quelquefois, ce sera trop dur. Et quelquefois, on en mourra. Et puis, il y a une 8e fée, celle qui s'était cachée derrière la tapisserie, qui à ce moment-là sort de derrière la tapisserie en disant « Je peux pas tout défaire ce que mon ancienne a fait, je ne peux pas enlever qu'elle se perce la main avec un fuseau, mais par contre, elle en mourra pas, elle va dormir 100 ans, et au bout de 100 ans, un prince viendra la réveiller. » Voilà. Et donc, on est au début de l'histoire, hein, c'est le baptême. Et Perrault spoil intégralement son histoire. Tout est déjà raconté. Parce que tout va se passer exactement comme le dit la 8e fée. Voilà. Je trouve ça toujours intéressant, en fait, de voir ces espèces cette espèce de drôlerie dans l'écriture, comme ça, d'un scénariste qui spoil intégralement son scénario et puis qui ensuite continue à le faire dérouler tranquillement sous nos yeux. Voilà. Et donc, le cadeau de la 8e fée, c'est de dire, en fait, je te fais cadeau de la dépression. C'est un circuit long qui t'évite de mourir. Voilà. Nos blessures de vie sont quelquefois tellement dures, hein, celles qu'on a déjà évoquées, quelquefois tellement dures ce qu'on a encaissé, les épreuves de vie, les arrachages d'identité, les transformations, voilà, hein, on perd le souffle comme ça et on croit mourir. Combien de fois on se dit mais je suis au bout de ma vie, je vois vraiment pas comment je vais pouvoir rebondir de ça. Voilà. Et la fée 8e nous dit non, c'est pas la fin. Voilà, hein, je te tiens à l'écart, on va s'endormir un petit peu, et donc tu vas avoir un temps de dépression qui pourra dormir un petit peu longtemps, hein, voilà, une centaine d'années, mais au bout duquel ça va s'arrêter. Et 100 ans, c'est 100 ans, et c'est pas un jour de plus. Et c'est très important d'entendre ça quand on est soi-même pris dans un état comme ça, down, hein, dans un état dépressif ou dans un état de désestime de soi ou de désamour de soi, de se dire ça sera pas pour toujours. Il y a un temps limité de ça. Ce temps limité, il est compté avec un compte à rebours dès le départ. Et rien n'y fera à 100 ans, ce sera fini. Voilà, donc ça c'est l'origine du sommeil, hein, c'est de tout d'un coup pouvoir regarder ces états dépressifs comme un cadeau extraordinaire qui nous est fait, qui nous épargne la mort. Enfin voilà, je racontais ça récemment. Je me souviens d'un psychiatre avec qui j'avais travaillé, qui, quand il était jeune, accompagnait une personne dépressive en Bretagne et en fait lui avait donné un médicament pour le remettre, lui redonner un peu d'énergie. Et 2 jours après, le monsieur s'était jeté dans son puits. En fait, retrouver de la force trop tôt et trop vite peut amener à nouveau, hein, ramener la mort. Hein. Il y a vraiment une sagesse comme ça qui est nommée par le conte en disant ce sont des rythmes qui font que voilà, on prend le circuit lent. Après, il y a dans cette histoire une autre chose très incongrue, c'est la disproportion complète entre le fuseau, la petite blessure domestique. Un fuseau, c'est vraiment un truc que tout le monde a chez soi. Voilà, tout le monde file, tout le monde coud. Enfin, au XVIIe siècle, c'est l'équivalent d'un marteau et des clous aujourd'hui. Et donc, on imagine que la fée promet qu'un jour, elle va planter un clou avec un marteau, elle va se taper sur les doigts et elle va mourir. Alors, ok. Et puis l'autre dit non, non, elle va pas mourir, elle va dormir 100 ans. Mais même dormir 100 ans pour un marteau hein, qui se tape sur les doigts, il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe hein? Pourquoi cette toute petite blessure-là peut produire un sommeil aussi démesuré? Et pas que le sommeil, parce que quand on regarde les conséquences, c'est le sommeil de la belle, mais c'est tout le château qui s'endort, c'est pendant 100 ans aussi, hein, et c'est une muraille de ronces, c'est tout un taillis qui pousse en un quart d'heure tout autour du château. Voilà, hein, donc ça c'est des images qui sont intéressantes aussi, hein, l'image du château qui s'endort, c'est comment quand une personne est blessée dans une famille ou dans un groupe, comment tout le groupe en général se met en sourdine, comment on n'ose plus parler d'un sujet, comment on contourne les choses, hein, comment on n'ose pas la contacter, on n'ose pas la solliciter, on se dit oh, soyons prudents, on parle tout bas, on parle plus de corps dans la maison d'entendu. Enfin voilà, le château qui s'endort, c'est cette espèce de contamination dépressive quand quelqu'un a reçu un coup. Et puis les ronces autour, pour moi c'est simple, hein, c'est l'idée que quand on va pas bien, en général, on est chiant. On est odieux avec tout le monde. On envoie paître les gens, on raccroche au téléphone, on rappelle pas quand ils nous appellent. Voilà, hein, c'est toute cette agressivité qui nous protège
parce que à l'intérieur, on est comme un escargot sans coquille. Hein. Il y a une trop grande fragilité qui fait qu'on a besoin de beaucoup de griffes très rapidement qui poussent à l'extérieur. Et donc la question du fuseau, qu'est-ce que ça peut être? Certains ont dit que peut-être cette blessure du fuseau, ça pouvait être une blessure d'origine sexuelle, ça pouvait être les premières règles, ça pouvait être une première relation amoureuse. Pourquoi pas? Il y a du sang, c'est vrai. Je pense que Perrault voit plus large que ça. Hein. Je pense que pour Perrault, il y a deux intentions. La première, c'est un euphémisme. L'euphémisme, c'est vraiment comment ne pas nommer quelque chose qui est très compliqué à nommer. Voilà, vous avez les euphémismes très courants. On va dire il nous a quittés pour dire que quelqu'un est mort ou Dieu l'a rappelé à lui voilà, pour dire la même chose. Vous avez un autre euphémisme célèbre qui est celui du Tartuffe qui dit je ne suis pas un ange. Et ça veut dire qu'il est rongé de désirs sexuels, mais c'est absolument pas nommable, ni pour lui, ni pour l'autre. Voilà. Et donc, elle se perce la main. Ça peut vouloir dire tout simplement, c'est une blessure de vie, et c'est toutes nos blessures de vie. Voilà. Et il y a des blessures de vie qui peuvent causer des sommeils et des chagrins démesurés, surtout quand elles ne sont pas vues et quand elles ne sont pas visibles. Voilà. Je trouve extrêmement intéressant cette image du fuseau parce que justement de choisir un tout petit truc qui est vraiment un détail qui fait qu'on le remarque pas, au fond, ça représente le fait que la majorité de nos expériences traumatiques ne sont pas visibles. Très souvent, on a cette idée-là que un traumatisme, c'est un moment ponctuel qui est flagrant, qui est juste évident. Voilà, il y a un viol, donc il y a un avant, il y a un après. Effectivement, c'est très dur. Il y a une attaque à main armée, il y a une fusillade, il y a la mort d'un proche, il y a etc., etc. Voilà, avec ce traumatisme aigu, ça existe, le traumatisme aigu. Mais il arrive que le traumatisme aigu soit très vite invisibilisé aussi par nous et par l'entourage. Par nous parce que c'est trop douloureux. Et que du coup, à force de concentrer son attention sur toujours autre chose pour éviter que ça revienne, on peut arriver à invisibiliser notre traumatisme. C'est quelque chose qu'on appelle la mémoire traumatique. On se dit, mais pourquoi on oublie un truc pareil pendant 30 ans? C'est un événement absolument effarant. Eh ben oui, le cerveau est capable de faire ça. Et donc ça, c'est pour les traumatismes aigus. Deux autres formes de traumatisme qui sont le traumatisme insidieux. Alors les traumatismes insidieux, c'est les petites violences qu'on endure au quotidien. Voilà, Cendrillon, elle est harcelée, elle est harcelée, elle est harcelée, on se moque d'elle. Et une petite dose chaque jour et un peu plus de dose chaque jour pour finir. Elle a exactement les mêmes séquelles qu'un traumatisme. Le traumatisme insidieux est tout autant délabrant que le traumatisme aigu, sauf que en général on l'identifie pas. On est habitué, c'est la culture dans laquelle j'ai toujours grandi. Bah ouais, mais toujours mes parents m'ont toujours appelé du con, c'est comme ça. Et jamais j'ai imaginé que c'est quelque chose qui pouvait m'avoir abîmé. Jusqu'au jour où quelqu'un de l'extérieur, c'est là où il faut un prince, qui vient de l'extérieur et qui va pouvoir nommer des choses, qui va pouvoir avoir un regard extérieur sur ce que je suis et qui va pouvoir me dire ce que tu as vécu est extrêmement dur. Et puis une troisième forme de traumatisme aussi que je trouve intéressant à noter, qui sont de l'ordre des négligences et des carences. Les négligences peuvent être graves. C'est vraiment les négligences que vous avez eues comme privation. Vos parents étaient trop alcoolisés pour vous emmener chez le médecin, ou trop alcoolisés simplement pour vous changer, ou même pour faire les courses, ou trop dépressifs, ou trop ceci, ou trop cela. C'est pas toujours de la maltraitance active, mais c'est une négligence qui peut laisser des traces qui sont extrêmement lourdes. Et ça peut être simplement une négligence affective, c'est-à-dire qu'on s'intéresse pas à ce que vous êtes, on s'intéresse jamais à vous poser des questions, on s'intéresse jamais à écouter ce que vous avez comme ressenti, comme intuition, etc., etc. Et les études aujourd'hui sur le traumatisme montrent que c'est le même effet que le traumatisme aigu et que le traumatisme insidieux, et que donc on a ces traumatismes invisibles qui sont des fuseaux, et on a l'effet qui s'éclaire, avec, ah oui, un sommeil de 100 ans. Quand on sait les conséquences d'un traumatisme dans le stress post-traumatique, on se dit, ah ben oui, en fait c'est ça.
C'est des gens qui font pas d'études, c'est des gens dont l'attention est tout le temps perturbée, donc ils sont sous-diplômés, donc c'est des gens qui sont peu socialisés, c'est des gens qui se méfient de tout le monde. Ceux qui ont subi des violences sexuelles, en général, ils sont extrêmement inquiets par toute forme de lien, et donc rupture de confiance. Comment aller chez un thérapeute quand on a de toutes les façons la certitude que tous les adultes sur qui on peut compter sont des adultes qui vont nous trahir ou qui vont nous utiliser, avec une confusion permanente comme ça. Et donc on a quelquefois un élan vers les gens, et puis ensuite un énorme retrait comme ça, château dans les ronces. Voilà, comme ça, les ronces, le sommeil et tout l'entourage qui s'endort. L'entourage qui peut être la famille, mais l'entourage qui peut être aussi la justice, les institutions. C'est regarder comment sont traitées les affaires de violence sexuelle dans la justice. Eh ben, on peut dire que notre culture est un château qui dort. Voilà. Et quand la personne qui a subi une violence dont elle ne peut pas parler parce que c'est super violent pour elle, dont elle ne peut pas parler dans son entourage, peut-être parce que c'est l'entourage qui est violent, et peut-être parce que l'abuseur ou l'agresseur est toujours dans les parages, ou peut-être que simplement c'est tellement insupportable dans la famille de se dire notre enfant a subi ça, que tout le monde cherche à être dans l'évitement. On a comme ça des châteaux de sommeil qui peuvent être extrêmement durables et extrêmement lents. Voilà, donc c'est cette idée-là, en fait, que ce que Perrault vient nommer entre les images, juste en jouant sur ces décalages entre la cause, la conséquence et les différentes images, vient en fait nous permettre de nommer quelque chose d'innommable. Voilà, on est vraiment dans l'euphémisme. Nommer l'innommable, le conte y arrive. Le conte permet à une personne qui a vécu de l'innommable de sentir que ça lui parle de lui, que ça lui parle de ce qu'elle a vécu, que ça la permet de se relier avec le groupe et que ça lui donne des images qui lui permettent de se socialiser. Parce que quand vous dites à quelqu'un j'ai été violé, ou quand vous dites à quelqu'un effectivement j'ai été maltraité par ma famille, mon père me tapait systématiquement tous les soirs, en général les gens se reculent et donc ça vous désocialise. Donc très vite les victimes apprennent à ne pas parler de ce qui leur est arrivé, et donc elles l'enfouissent encore un peu davantage. Ce qu'on appelle une crypte. Voilà, au cœur du château, une crypte dans laquelle il y a une belle qui dort, une belle immaculée qui dort. Et donc ça c'est la deuxième partie du conte. C'est que au bout de 100 ans, ça s'arrête. Au bout de 100 ans, il y a une relation qui peut commencer à se remettre en lien avec ce qui est au cœur de nous, cette belle endormie. Voilà, le prince, image souvent un peu décriée avec voilà, qu'est-ce que c'est que ce prince qui vient l'embrasser sur la bouche pendant qu'elle dort, c'est un viol, c'est terrible, il n'y a pas de consentement, enfin voilà. Dans le conte de Perrault, le prince ne la touche pas en fait. Le prince n'arrive devant les ronces que parce que les 100 ans sont accomplis, et les ronces s'ouvrent parce que les 100 ans sont accomplis. Le prince n'a pas de hache, pas de tronçonneuse, pas de débroussailleuse. Il y va juste et ça s'ouvre devant lui. Et il sait pas pourquoi. Et il avance, tout est mort autour de lui, tout le monde dort, et puis il va jusqu'au bout, la chambre, la belle, il est émerveillé de ce qu'il voit. Au cœur de nos plus grandes blessures, la belle endormie qui n'attend qu'une seule chose, c'est de la rencontre pour le réveil. Je trouve c'est extraordinaire, en fait, d'arriver à donner ça comme vision à des gens qui peuvent avoir vécu des choses très difficiles, des choses innommables. Et nous sommes beaucoup plus nombreux à l'avoir vécu que nous ne l'imaginons. Bon, voilà, sans faire de chiffres qui sont voilà tout ce qu'on a nommé expériences négatives de l'enfance, avec ces histoires de négligence, avec ces histoires de violence psychologique, avec ces histoires de bains culturels en fait qui étaient des choses dans lesquelles nous n'avions pas la possibilité de grandir, comme disait Alice tout à l'heure. Ça peut être des choses. Voilà. Et donc, le prince n'est pas nécessairement une histoire d'amour. Le prince, c'est quelqu'un qui, quand il arrive au cœur du château, se met à genoux devant la belle. Je trouve ça très beau, en fait. Se mettre à genoux devant la belle, c'est vraiment cette idée-là de, c'est l'attitude qu'on a devant quelque chose de sacré. Et donc, on est à l'inverse, aux antipodes du viol et aux antipodes de la chosification de l'autre. On est vraiment dans
Un immense respect le saisit, il se met à genoux et à ce moment-là, la belle ouvre les yeux. Pourquoi? Il a rien fait, lui. C'est juste que les 100 ans sont accomplis. On est toujours dans le compte à rebours qui s'achève. Ding, ça y est, c'est le réveil par téléphone. Et voilà notre belle qui ouvre les yeux, voit le prince et c'est elle qui prend l'initiative de la relation. C'est elle qui prend l'initiative de la rencontre. Elle le regarde et elle lui dit, est-ce vous mon prince? Vous vous êtes fait bien attendre. Voilà. Et donc le prince est très intrigué et il commence à parler tous les deux. Et lui bafouille et lui s'en mêle les pinceaux. Et lui, il est troublé et plus il est troublé, plus ça lui plaît à la belle de voir comment il est troublé. Enfin voilà, on a quelque chose comme ça qui est très drôle, la façon dont Perrault décrit cet amorçage de la relation. Puis au bout de 4 heures, qu'ils se sont dit pas encore la moitié de toutes les choses qu'ils avaient à se dire. Bah, tous les autres du château sont réveillés, ils s'impatientent. Ils disent, nous, on a faim, ça fait 100 ans qu'on n'a pas mangé. C'est le moment de passer à table. Les broches, la cuisine, les poulets, etc. Tout s'est remis à frire, tout s'est remis à fonctionner. Voilà. Et donc, ils vont manger, ils vont se coucher, ils dormirent peu. Perrault dit, la belle n'en avait pas beaucoup besoin. Voilà. Et le lendemain, il se barre, il rentre chez lui. Le prince habite à la ville et la belle habite au château. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi le prince s'en va le lendemain de son mariage? Et ça dure pendant 2 ans. Il cache son histoire à sa mère, à son père, et il a un enfant, 2 enfants, Aurore, Jour, voilà. Et là, en fait, on entre dans le deuxième temps du conte, qui est le temps de la résilience, et je trouve ça extrêmement intéressant que Perrault nous conduise jusque-là. C'est-à-dire que Perrault ne s'arrête pas au traumatisme et au réveil du traumatisme. Le conte de Grimm, qui est une version tardive de Perrault, coupe au moment du réveil. Ça suffit, c'est fini. Elle se réveille, donc c'est fini. Eh ben non. Se remettre debout après une épreuve, c'est lent, ça prend du temps, c'est dur. En fait, c'est reprendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Comme je dis souvent, la belle, dans son sommeil de 100 ans, elle n'a pas payé ses impôts. Il va bien falloir qu'elle commence à s'y mettre. Elle a rien foutu. Elle a un trou de 100 ans dans son CV. Ça va faire tâche. Il faut qu'elle fasse des stages, il faut qu'elle fasse des formations, il faut qu'elle s'y mette. Voilà. Tout ça, c'est le réapprentissage. Et tant qu'elle n'a pas fini ça, elle ne peut pas venir à la ville. Et donc, on a ces 2 ans qui sont extrêmement ingénieux de la part de Perrault, qui sont ce temps de la reconstruction, le temps justement de l'exercice de soi. Je vais apprendre à revenir au monde et j'ai besoin d'être au château pendant ce temps-là. Et quand elle arrive à la ville, évidemment, la belle-mère du prince est une ogresse. Alors, on connaît tous des histoires de belle-mères qui sont pas tendres. Voilà. Je trouve ça intéressant, l'image de la belle-mère qui est à la fois la reine et l'ogresse. C'est-à-dire que à la fois, elle est hyper intime, elle est dans la proximité en tant que belle-mère. En tant que reine, elle est très puissante. Et en tant qu'ogresse, elle est très dangereuse. Et donc, on a là toutes les conditions de l'abus de pouvoir, de toutes les conditions de l'abus en général. Voilà. Et évidemment, la chose, ça va, oui, ça va. On a une petite, on va terminer. On va terminer. Merci Marie-Josée. Et donc on a cette ogresse qui a qu'une seule chose en tête, c'est de manger la petite Aurore, puis de manger le petit Jour, puis de manger la belle. Et là on a extraordinaire figure du chasseur, du maître d'hôtel, qui va les mettre à part, les protéger, donner à manger n'importe quoi à l'ogresse qui n'y voit que du feu, jusqu'au retour du roi. C'est pour terminer l'histoire. Et le retour du roi qui arrive 2 jours trop tôt. En fait, l'ogresse s'y attend pas, personne ne s'y attend. En fait, le roi a pas du tout un rôle actif de donner la loi, de mettre du cadre. C'est presque par inadvertance que la loi se rend et l'ogresse disparaît d'elle-même. Voilà, je trouve ça très intéressant que l'ogresse s'auto-détruise aussi quand elle voit arriver le roi. Pour moi, l'ogresse, c'est à la fin du traumatisme, à la fin voilà, le traumatisme est résilié, il est résolu quand l'angoisse, l'anxiété de l'ogresse, qui peut être intérieure ou extérieure, quand ces terreurs-là qui sont autour de nous et à l'intérieur de nous se précipitent la tête la première dans la bassine où il y a des serpents, des crapauds et des scorpions et disparaît. Et donc, à la fin du conte,
La belle est résiliée. Elle est entièrement paisible. Elle est profondément paisible. Et donc, c'est cette espèce de promesse tout au long du conte que tout ce que vous avez vécu d'insupportable a été pris en compte, a été accueilli et conduit à quelque chose qui est une résiliation du traumatisme. Voilà, évidemment, parler de dépression à l'époque de Perrault, traumatisme, ce sont des mots qui n'existent pas du tout. La psychologie n'existe pas, mais c'est pas grave. On peut se dire que les accidents qui nous causent aujourd'hui des grandes douleurs, certainement existaient déjà. J'ai juste envie de conclure sur deux choses. Une première qui est l'étymologie du mot fée. Je ne sais pas si vous savez. Le mot fée vient du mot latin fatum, qui veut dire le destin. Le fatum, c'est ce qui donne la fatalité. Le pluriel, c'est un neutre, et donc au pluriel, le neutre, c'est fata. Voilà, mais au Moyen-Âge, le fata n'a pas été entendu comme un pluriel, il a été entendu comme un féminin. Et donc, on a ce glissement que les fées, qui sont le dérivé de fata, ce sont à la fois des destins pluriels au lieu d'avoir une destinée fatale, et c'est aussi ce qui vient féconder le fatum, qui lui est une obligation. Et donc il y a vraiment cette idée extraordinaire que c'est de la destinée au féminin, c'est la possibilité d'autre chose, et c'est la possibilité d'entrer dans une autre fécondité. C'est l'antifatalité. Voilà. Donc je suis un grand supporter des fées. En fait, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir ça comme étymologie, comme dans sa besace. Et terminé par l'urgence des contes dans la société d'aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont blessées. Les professionnels ne sont pas assez nombreux. De toutes les façons, les personnes qui sont très affectées ou très blessées, la plupart du temps, ne savent pas qu'elles le sont et ne vont pas se tourner vers les professionnels parce que c'est trop difficile à nommer, c'est trop compliqué, elles n'ont pas une estime d'elles-mêmes qui fait que faire la démarche d'aller voir un psy, c'est très compliqué. Et donc, il faut avoir l'initiative de la communication vers ces personnes-là. Et je ne connais pas de meilleur outil que celui des contes, qui permet d'aller pêcher, qui permet d'aller lancer comme ça des perches pour raconter partout où c'est possible toutes ces images-là qui vont venir petit à petit envelopper, assembler, rassembler les morceaux du puzzle, reconstruire sous hypnose d'une certaine façon. On est tous hypnotisés quand on écoute un conte. Voilà. Et bien sûr, une seule fois ne suffit pas. Les contes doivent être répétés. Répétés et répétés. Et c'est ce qui explique la forme courte des contes. Perrault fait pas plus de 10 pages dans ses contes. Il y a des tas de contes de fées qui existent avec 120 pages, 130 pages. Pinocchio, c'est 350. Voilà. On a comme ça des contes qui sont longs et qui sont difficiles à répéter. Mais les contes traditionnels sont des contes courts de façon à pouvoir être répétables. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que le conte nous autonomise, nous, en tant que personnes ayant souffert, parce que petit à petit, ça nous apprend à intégrer nos propres forces, mais ça nous apprend aussi à écouter les autres, ça nous apprend aussi à donner le soin aux autres, être des transmetteurs. Tout le monde peut être passeur de vie. Voilà, j'aime bien présenter Cendrillon comme étant une thérapie à deux balles. Le premier bal, elle rencontre le prince. Le deuxième bal, le prince veut l'épouser. Voilà, c'est la thérapie du pauvre, mais je dis pas la thérapie du pauvre en sens que c'est une pauvre thérapie. C'est une thérapie incroyablement ingénieuse et inventive qui continue aujourd'hui d'être extrêmement efficace. C'est gratuit, c'est autoporté. C'est un incroyable modèle thérapeutique qui est diffusif, qui est en co-responsabilité. On peut tous être les responsables, les thérapeutes les uns des autres, juste en étant passeurs de compte, comme on fait ce soir dans une veillée. Voilà. Et donc, j'ai vraiment ce message-là, en fait, que j'aime transmettre, qui est de dire, s'il vous plaît, soyez passeurs de compte. Voilà. Voilà. Mangez les contes, servez-les autour de vous. Ça humanise. Et on ne peut pas spiritualiser ce qui n'a pas d'abord été humanisé.